Allô mon bel animal sauvage, c'est Vincent et aujourd'hui je suis en compagnie de Rodolphe de chez Matago. Alors bonjour Rodolphe, j'espère que tu vas bien. Bonjour Vincent, je suis resté bloqué sur le animal sauvage, mais oui, très bien, merci. Oui, en fait c'est comme une habitude pour moi, d'accueillir les gens de façon très spontanée avec... Ah bah je vois ça, oui. Ouais, c'est ça tout à fait. Donc j'ai des animaux domestiques d'ailleurs, j'ai un chien qui s'appelle Winnie, très sympathique, je t'enverrai des photos si tu le veux bien. C'est absolument pas logique, un chien qui s'appelle Winnie, non, un ours, oui, pas un chien, je suis pas d'accord. Mais ok. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, écoute, Rodolphe, est-ce que tu pourrais un peu te présenter, c'est-à-dire nous dire qui tu es et quel poste que tu occupes chez Matago? Alors écoute, je m'appelle Rodolphe Chambonneau, je travaille chez Matago depuis quelques mois et je suis le chargé de relations publiques de ce bel éditeur, voilà. Matago semble être sur une lancée cette année avec tout plein de nouveautés. Est-ce que tu pourrais me parler en fait de toutes ces de tous ces différents jeux qui s'en viennent pour Matago? Bah écoute, Matago s'est toujours fait une réputation extrêmement solide auprès des joueurs pour deux raisons qui se combinent très bien. D'abord, nous avons trois en fait. Nous avons une réputation d'excellents jeux, puisque rares sont les jeux du catalogue Matago qui n'ont pas été applaudis par le public. Ils font vraiment, ils sont rarissimes en vérité. J'ai même pas d'exemple qui me viennent, tu vois. Ensuite, il y a le fait que nous avons toujours un soin exceptionnel sur le matériel. C'est un point sur lequel nous sommes là aussi extrêmement reconnus. Et tout ça vient avec un prix public qui en général est extrêmement abordable par rapport précisément au contenu de nos boîtes. Donc cette année, bien écoute, nous prolongeons ce que nous savons faire dans nos gammes, puisque chez Matago, tu sais que les jeux sont divisés en 4 gammes, Kids, Famille, Gateway pour employer un anglicisme et Expert. Alors bah écoute, je te propose de faire gamme par gamme. On va avoir chez les Kids, ils sont déjà sortis Roule Boule l'Escargot et Attrape Renard, qui sont deux jeux d'adresse extrêmement malins avec un matériel absolument charmant. Et puis ça fait partie des jeux qui sont intéressants comme jeu enfant, tout simplement parce que d'abord les enfants sont à armes égales avec les parents et les parents ne s'ennuient pas en jouant. Et puis ce sont des jeux qui vont permettre pour l'un de jouer un peu sur les repères visuels, puisque Attrape Renard consiste à identifier des suspects renards qui auraient volé une poule puis à les disculper à la faveur des indices trouvés. Quant à Roule Boule, c'est un jeu d'adresse où il va falloir faire rouler une espèce de rondelles de bois et ramasser des salades à sa couleur en essayant de ne pas faire tomber celles des autres. Donc, permet d'évaluer les couleurs, les chiffres, etc. Donc, et surtout, comme je dis, ce sont d'excellents jeux pour toute la famille, parce que moi le premier, je m'amuse beaucoup avec mes nains à jouer à roule-boule et à attrape-renard, en sachant que même avec mes potes à roule-boule, si tu décides qu'à chaque fois qu'une salade qui n'est pas de ta couleur tombe, tu bois un verre de coca, on va dire, ça peut faire un très bon jeu pour les soirées entre potes. Voilà, ça tu vois, c'est dit. Voilà, exactement. Alors après, on va arriver sur ce qui n'est pas encore sorti ou juste sorti. Donc dans les jeux famille, tu vas avoir My Little Sight, qui est une localisation chez Matago, le dernier né de la saga de Steve Meyer. Alors en fait, My Little Sight, c'est juste tout l'ADN de Sight adapté à toute la famille. C'est-à-dire à partir de 8 ans, tu retrouves tout ce qui fait Sight. Les objectifs à remplir, les querelles qui se jouent avec une certaine puissance militaire que tu accumules, le transport de matériaux, l'utilisation des matériaux pour améliorer tes capacités. Donc tu as vraiment sur le papier tout ce qui fait l'essence même de Sight, mais dans une version simplifiée, avec des figurines qui sont juste à tomber par terre, avec des combats à base de tarte aux pommes, on collecte de l'amitié, enfin tu vois, c'est kawaii comme on dit, c'est vraiment un jeu charmant au possible, et on est très très impatient de le voir arriver sur le continent, parce que vraiment, voilà, ça s'annonce comme une belle réussite bien méritée, parce que je trouve que ça complète très très bien la gamme Sight qui d'ailleurs, alors là on va faire un tout petit écart vers les jeux experts, va s'enrichir de l'extension Rise of Fenris, donc l'éveil du Fenris chez nous, qui va être une campagne en 8 aventures qui peut se jouer autour de la table. Alors tu n'es pas du tout obligé de faire la campagne est rejouable, il n'y a aucune dimension legacy, mais il s'avère qu'au fur et à mesure, tu vas ouvrir des boîtes dans ton extension, qui est une extension beaucoup plus grosse que les précédentes, dans laquelle tu auras des nouveaux matériaux, des nouvelles règles, de nouvelles options. Et à l'arrivée, cette campagne, que tu la joues ou pas, elle te fera 11 modules de plus pour ton jeu de base. Donc là, c'est vraiment une façon de réinventer ça et de le découvrir sous un autre jour, et puis de densifier encore le plaisir incroyable que procure ce jeu. Et ça, je crois que tous ceux qui y ont goûté une fois le savent bien. Après,
récemment, donc j'en reviens à nos jeux famille, on a eu l'arrivée de Sonar Family. Alors peut-être que tu connais Captain Sonar, donc ce jeu de bataille de sous-marins où on joue à 4 contre 4 en temps réel ou tour par tour, en se répartissant les rôles de l'équipage entre le capitaine, le mécano, le second et l'oreille qui écoute ce que dit le capitaine en face. Et ben, en fait, Sonar Family, ça résulte de la volonté de Roberto Fraga de proposer une nouvelle version de son jeu. C'est la même chose, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on va jouer à 2 contre 2 et non plus à 4, on va même jouer 1 contre 1, toujours au tour par tour ou en simultané. Et puis, en fait, le capitaine va déplacer le sous-marin, accumuler de l'énergie en se déplaçant, puis déclencher les systèmes. Donc, le silence pour avancer sans faire de bruit, le sonar pour essayer de détecter le sous-marin adverse, et puis le missile pour les tirer dessus, parce qu'il faut quand même tirer dans l'adversaire 2 fois pour gagner. Et sur une carte qui est plus petite, avec une action qui donc est un peu plus ramassée, un peu plus intense, un peu plus adrénaline, surtout en temps réel. Donc, c'est vraiment sur les mêmes bases. Roberto Fraga et Johan Lemonnier, il ne faut pas l'oublier, ont vraiment construit une nouvelle version du jeu. C'est le même niveau tactique, mais c'est une tactique totalement différente. Donc on est vraiment sur un super jeu à jouer entre amis, c'est absolument épatant. Après, on va avoir l'extension de Meeple Circus. L'extension de Meeple Circus, tu le connais aussi, je suppose. C'est vraiment un jeu pour toute la famille. On va faire des numéros de cirque en essayant d'être adroit, de faire tenir les meeples les uns sur les autres. Et ça, c'est un grand moment. Enfin, tout le monde adore Meeple Circus, en tout cas j'espère. Et Meeple Circus c'est enrichi d'une extension avec des voltigeurs. Alors là déjà, moi qui suis pas adroit, pour moi c'est l'enfer, mais j'ai plein de copains qui y arrivent parce qu'ils n'ont pas des gros doigts boudinés, donc je suppose que c'est un avantage à ce jeu-là. Donc plaisanterie mise à part, c'est étonnant, j'ai été vachement fier justement parce que j'ai réussi à faire sauter l'équilibriste comme un osselet, à l'attraper en vol. Alors là, fierté, championnie pour tous, enfin voilà. C'est ces moments-là parce qu'on s'amuse beaucoup quand il arrive malheur aux autres, il y a une ambiance assez particulière et puis la musique de cirque derrière. Meeple Circus, c'est un jeu qui ressemble à aucun autre, et l'extension 1 est vraiment, donc ça s'appelle Wild Animals and Iron Show. Ça s'annonce vraiment comme un supplément incroyable pour ce jeu. Après, on va voir Princess Zing, que tu connais déjà. Princess Zing est sorti il y a déjà quelques mois, mais ça vaut le coup d'en reparler puisqu'on va l'amener à Essen et qui sera en avant. Princess Zing, c'est un affrontement, 1 contre 1, où tu joues une princesse qui essaie de s'échapper avant que la princesse adverse ne fasse de même. Tout se passe en déplaçant des paravents, et c'est là que c'est étonnant, c'est que tu peux trouver la princesse adverse pour la renvoyer sur sa ligne de départ. Mais pour ce faire, il faut que tu utilises les porteurs de miroirs qui sont de ton côté. Et le problème, c'est que pour regarder dans le miroir, tu ne peux le voir qu'à travers le petit trou qui est en haut de chaque paravent. Les paravents ont été designés de manière extrêmement spectaculaire. Et donc, tu es obligé un peu de te contorsionner, de te tordre la tête pour pouvoir voir dans le miroir et regarder derrière. Donc, forcément, ton adversaire va te griller si tu le fais. Mais, par contre-coup, ça devient aussi un outil de bluff. Donc c'est assez étonnant comme jeu, et puis c'est très très beau, c'est vraiment un très beau jeu, très élégant, avec toujours, tu sais, ce grain de folie qui est si caractéristique de Roberto Fraga. Donc voilà, on est vraiment sur un jeu qui est unique encore une fois, mais j'ai envie de te dire, avec Roberto, c'est tellement classique d'être unique que je sais même plus si le mot s'applique vraiment. Après, on monte encore un petit peu, on va aller au gateway, les jeux entre amis, les jeux passerelles, c'est ceux qui font le lien entre les jeux familiaux et les jeux experts. Le premier, la grosse sortie de la fin d'année, indubitablement, un de ceux qui vraiment nous font battre nos petits cœurs de joueurs à fond, c'est l'île au trésor, Treasure Island, dans la langue de Shakespeare, où on va jouer, c'est un jeu asymétrique compétitif, c'est-à-dire un joueur va jouer Long John Silver qui a caché le trésor, et les autres joueurs vont jouer les pirates qui essaient de lui tirer les vers du nez. Mais à l'arrivée, il n'y aura quand même qu'un gagnant. Les pirates gagnent en trouvant où est le trésor. Long John gagne en gagnant assez de temps pour s'échapper de sa prison et en allant chercher son trésor lui-même. Sauf qu'en attendant, il est amené à donner des indices aux pirates. Alors à lui d'essayer de jongler avec les indices pour donner les indices les plus flous possibles et éventuellement induire les pirates en erreur. Et puis, il y a le fait que les pirates, eux, de leur côté, vont explorer l'île. Et là où dans beaucoup de jeux, tu as des cases, des hexagones, des points, ou ce que tu veux, là non. Tu as juste une grande carte et tu vas fouiller où tu veux. Donc tu as une impression de liberté qui est complètement incroyable, avec des infos collectives que tu vas donner aux autres en dessinant à même la carte. Ça, c'est un truc incroyable. Et puis chaque joueur a une mini-carte derrière son paravent où il mettra des infos qu'il est le seul à connaître. Donc tu vois, à certains moments, il faudra coopérer un petit peu pour débloquer éventuellement une situation, mais ça reste du chacun pour soi. Avec un matériel incroyable dans la boîte, il y a un compas, enfin un sextant en l'occurrence, pas un compas, des réglettes, des gabarits de recherche, des boussoles, et tout ça existe aussi en miniature pour que Long John puisse se repérer sur sa carte sans se faire griller par les joueurs. Donc c'est vraiment une expérience
de chasse au trésor, littéralement, totalement incroyable, et je crois pouvoir dire absolument inédite en jeu de plateau. Le jeu est difficile, mais il l'est pour tout le monde. C'est-à-dire que les pirates sont forcés de se coordonner à certaines étapes, tout simplement parce que si chacun joue exclusivement de son côté, ça ne marchera pas. Okay. Ça ne peut pas marcher. Et puis, le rôle de Long John est extrêmement difficile. En fait, le jeu est familial, en ce sens qu'un enfant, à partir de 8 ans, peut jouer les pirates. En revanche, un enfant ne pourra pas jouer Long John, parce que Long John, c'est du bluff, c'est du mensonge, c'est beaucoup de tactique, c'est un rôle très subtil, très sournois, c'est très très difficile de jouer Long John. Ce qui veut dire que déjà, bon, l'ordre autour de la table change des choses, le rôle que tu joues change des choses, que tu joues pirate ou Long John, selon le pirate que tu joues, puisque chacun a ses propres talents, ça change encore la donne. Donc il y a plein de façons de prendre le jeu, et puis il faut imaginer que tu as une immense carte et que le trésor peut être n'importe où. Donc la rejouabilité du jeu, elle est évidente et elle est totale. Sachant qu'en plus, les indices que peut te donner Long John, ils viennent d'une liste de 18 et il n'en jouera que 7. Donc rien que là-dessus, le choix des indices, l'ordre des indices, ça va tout changer. La prison dans laquelle va t'emprisonner Long John. Donc tu as plein d'éléments variables, je dis pas aléatoires, je dis variables, qui vont faire que la rejouabilité du jeu, elle est totalement infinie. C'est un jeu qui n'a pas d'équivalent. Donc vraiment, je ne peux que vous dire ça. L'île au trésor, c'est l'un de nos 2 immenses titres à la fin d'année. On a plein de jeux formidables, mais c'est vrai que si je devais, allez, c'est pas bien, mais si je devais avoir 2 coups de cœur, ce serait celui-là et un autre sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Après ça, on va avoir, mais je pense que tu l'as peut-être déjà joué, Room 25 VIP, avec le VIP, c'est déjà sorti en fait, mais tu as le VIP qui est un personnage qui fait partie des prisonniers et qui lui ne programme pas ses actions et qui est obligé de se déplacer de manière ou d'une autre à chaque tour, donc ça rajoute une variable très compliquée à prendre en compte. Là encore, on est sur la difficulté dans Room 25, donc c'est une variante vraiment intéressante. Et puis chemin faisant, on va arriver aux jeux experts qui ont été notre cœur pendant longtemps, qui le sont toujours en partie, même si maintenant je pense qu'on a prouvé notre excellence dans à peu près tous les domaines. Alors les jeux experts, qu'est-ce qu'on va avoir ? On a eu Aeon's End, mais je t'en parle pas parce que tu as la chance d'être un habitant d'outre-Atlantique et donc tu le connais forcément déjà. Nous allons avoir une extension de Kemet 7 et ça me fait qui s'appelle Kemet 7 du coup, et ça me fait très plaisir parce que Kemet est un jeu absolument formidable et ce qui me frappe, c'est qu'à chaque fois qu'un reviewer le découvre, il est sidéré en me disant mais ce jeu est génial, et je suis très content parce que Kemet c'est vraiment un jeu basé sur l'Égypte antique, un jeu de stratégie avec un matériel épatant, un plateau immense qui est très agréable, très lisible, des points de victoire temporaires qu'on peut se voler, c'est un vrai jeu de stratégie. Et là, avec Kemet 7, on va réinventer Kemet, en ce sens que l'extension ne sera plus un jeu compétitif, ça sera tous contre 1. Le 1, c'est Set, le dieu du mal dans la mythologie égyptienne, qui se réveille pour récupérer son bien, à savoir les terres noires d'Égypte. Et de leur côté, les autres joueurs vont essayer de s'allier pour résister à la puissance de Seth en réveillant son frère Osiris notamment, c'est-à-dire en créant un grand temple, en faisant une grande cérémonie, et ensuite soit en ayant battu Seth suffisamment de fois au combat, soit en allant le défier sur ses propres terres. Alors là encore, on est sur un jeu très difficile. Seth est vraiment un antagoniste extraordinairement puissant, qui peut corrompre les unités des autres, qui peut tuer leurs troupes, voler leurs pyramides. C'est extrêmement puissant, Seth. Ça exige beaucoup de doigté pour c'est comme le dit le slogan, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Ben, c'est exactement ça en fait. C'est exactement comme ça qu'il faut voir Seth. Il est extraordinairement puissant, mais si on ne maîtrise pas cette puissance, ça peut se retourner contre vous. Du côté des joueurs, c'est la première fois qu'on va coopérer dans Kemet. On va faire des armées communes, on va faire des troupes communes, on va pouvoir réunir nos efforts, on va pouvoir construire ces temples qui vont nous donner des pouvoirs supplémentaires pour résister de plus en plus à Seth. Mais Seth pourra aussi nous virer des temples pour en prendre le contrôle. Donc tu es toujours dans une tension absolument incroyable, sachant qu'en plus tu as un ordre du tour qui est spécifique pour chaque nombre de joueurs. Il y a eu un travail sur le matériel là encore pour modifier le plateau de jeu, pour rajouter Seth qui est absolument extraordinaire. Vraiment Kemet 7, c'est déjà, Kemet est un excellent jeu et j'ai envie de te dire que Kemet 7 sera un excellent autre jeu parce que les fondamentaux du jeu restent, mais le mode de jeu est tellement différent que j'ai presque envie de voir 2 jeux différents en un seul. Je disais tout à l'heure que j'avais un petit peu 2 coups de cœur dans notre catalogue cette année en dehors de Treasure Island. Eh bien, j'ai Western Legends. Western Legends, il a une histoire, ce jeu, c'était un Kickstarter au départ que nous avons eu la chance de distribuer en Europe. Et Western Legends, c'est le bac à sable le plus ambitieux réalisé en jeu de plateau. Et je pèse mes mots. C'est-à-dire, si je devais donner une analogie vidéoludique, je te dirais Red Dead Redemption, parce que c'est vraiment l'idée qui me vient. Donc, dans le jeu, tu vas jouer un des 12 personnages du jeu, qui sont tous différents, qui ont des capacités différentes, un point de départ différent, un matériel différent, etc., etc. Et puis, tu vas faire ta vie. Tu vas écrire ta légende de manière totalement libre.
tu vas avoir de temps en temps des espèces d'objectifs temporaires qui pourront te donner une orientation ou autre si tu décides de les accomplir et qui bénéficieront à ceux qui les auront remplis, mais stricto sensu, c'est optionnel. Et ce qui va se passer dans West End Legends, c'est que donc tu vas... Il faut vraiment que je soigne cet accent anglais, il est désastreux. Et tu vas pouvoir jouer ta propre vie. Là, par exemple, je reprends l'exemple de la Trick Track TV, où on était 4. On en a 2 qu'on mettait un peu sur la piste du Marshall à traquer les bandits et le joueur qui, lui, jouait hors la loi. Sachant qu'hors la loi, ça rapporte plus de points, mais c'est beaucoup plus périlleux. Alors que Marshall, c'est plus compliqué de mettre des points, mais c'est un peu plus paisible, entre gros guillemets. Et puis au milieu de tout ça, il y avait un joueur. Et ben lui, écoute, il allait à la mine. Il vendait ses pépites à la banque. Il faisait du commerce. Il allait au cabaret voir les filles, etc. Finalement, il s'est jamais mêlé des querelles. Il a juste vécu sa vie de prospecteur et de marchand. Il a vécu sa vie, pardon. Et puis, au bout du bout, tout ça était dans un mouchoir de poche. Je te dirais pas qu'il a gagné auquel cas regarderait la Trick Track TV, mais ça veut dire que chaque façon d'envisager le jeu est viable. Et encore, on n'a pas pu tout faire. Par exemple, il y a aussi du vol de bétail, de la vente de bétail. Oh, ouais. Mais tu peux aller à la mine, tu peux jouer au poker, tu peux aller au cabaret voir les filles, tu peux aller chez le médecin te faire soigner quand tu t'es un peu trop fait tirer dessus, tu peux donc vendre et voler du bétail, tu peux faire des duels, tu peux arrêter les desperados et les bandits. T'as un volume d'action qui est incroyable. Et puis t'as un matos. Le matériel est vendu dans une structure en carton qui reprend, tu sais, les étals des groceries dans les westerns. La mécanique du jeu est pilotée en partie par un jeu de cartes. T'as 52 cartes comme au poker. C'est jouable, hein, c'est un jeu de cartes. T'as du 2 à l'as dans toutes les couleurs. Simplement, chaque valeur te donne un pouvoir spécifique. Par exemple, l'as va te faire gagner un point de légende. Et évidemment, si tu le joues en duel, parce que le duel se résout aussi par ces cartes-là, tu vas gagner plus facilement. Quand tu affrontes un NPC, ils vont avoir une pioche spécifique qui va leur donner des pouvoirs spécifiques. C'est-à-dire, ils vont peut-être perdre le duel, mais ils vont te blesser, etc. Donc, t'as du suspense, t'as une narration énorme pour chaque personnage, t'as un petit background, t'as un travail d'immersion et une passion de l'auteur pour le western qui se sent à chaque partie. Et ce qui est génial, c'est que selon ton groupe de joueurs, selon ton envie du moment, t'as plein de façons de jouer le jeu. Et puis, il y a un truc qui m'a vachement frappé, on en parlait l'autre jour justement avec le bien connu Monsieur Fall, et il disait un truc qui était épatant, il disait, à un moment, j'aurais pu faire tel truc illégal pour marquer des points, mais j'en ai pas eu envie. Et pourquoi il n'en a pas eu envie ? Parce qu'il était en train d'écrire l'histoire de son personnage et que faire cette action-là, inconsciemment, ça ne lui aurait pas paru coller avec l'histoire de son personnage. Et il a préféré ne pas le faire que casser son immersion. Et ben moi, je te dis que quand un jeu d'aventure arrive à ce degré-là d'immersion, t'es forcément dans le vrai. Comment dirais-je, le passif de chaque joueur les uns avec les autres pendant la partie qui va conditionner l'écriture de l'histoire. Donc tu as forcément une histoire cohérente à l'arrivée pour peu que les joueurs aient un peu envie de raconter une histoire. Voilà. Et je crois que par les temps qui courent, c'est important ce genre de jeu et que c'est ce que les joueurs attendent. En tout cas, moi, vraiment, je te le dis, ces 2 jeux-là sont parmi mes gros coups de cœur de la fin d'année. Il y en a d'autres, hein, je t'ai parlé de Kemet 7, il y en a plein qui arrivent ensuite qui vont être formidables aussi. Rise of Fenris, c'est génial. Mais ces 2-là, ils me parlent pour des raisons différentes. Ok. Parfait. Est-ce que tu as d'autres jeux, justement, que tu voulais nous partager un petit peu? Écoute, on va commencer à avancer un tout petit peu sur les années à venir. Hein. Par exemple, pour vous annoncer que Matago va lancer, alors ça c'est une grosse avant-première, hein. Okay. On va lancer une gamme qui s'appelle la gamme Mini. Ça sera des tout petits jeux faciles à transporter qui coûteront une dizaine d'euros, donc je sais pas comment ça coûtera en dollars. Et on va avoir Clay, Matryoshka, Iron Curtain. Alors Iron Curtain, c'est les mêmes gens qui font 13 jours. Okay. Et c'est donc un jeu où tu vas jouer la guerre froide. Avec des cartes, tu vas construire la carte du monde et en fait tu as 9 tours et chaque tour c'est jouer une carte. Autant te dire que ta carte, tu vas la sous-poser avant de la jouer, hein. Tu vas vraiment te tâter parce que chaque carte évidemment est conçue pour poser des dilemmes et finalement tu ne vas jouer que 9 fois, mais chacun de ces tours va être hyper intense. Donc okay. Ça c'est un truc qui est quand même pas mal impressionnant. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir l'extension de Inis, on va avoir une nouvelle extension pour Captain Sonar, et puis on va avoir plein de nouveaux jeux, et puis toujours la collaboration avec Stone Meyer Games pour avoir toujours des jeux d'excellente facture. Donc pour Matago, tous les feux sont au vert, j'ai envie de te dire. Puis, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu plus en détail de l'extension de Inis, justement ? Alors, Season of Inis, d'abord, on va te rajouter un joueur de plus. Déjà. Ce qui est déjà pas mal. Mm-hmm. Et puis, alors, ça va rajouter le concept de saison, que je détaillerai pas tout de suite. Et puis, il y a un autre point qui va être important, c'est que
alors pas le problème, mais un point d'Inis qui avait refroidi certains joueurs. Et tu sais que Matago est toujours à l'écoute des joueurs. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on a refait la couverture de Inis pour en avoir une plus tout terrain. On a gardé l'original qui est toujours en vente, mais on en a fait une autre pour atteindre un nouveau public qui était un peu étonné par cet aspect pourtant très celtique. Mais donc dans Inis, l'une des difficultés que pouvaient avoir certains joueurs, c'était le fait que la partie pouvait être très longue, dans la mesure où la victoire n'est acquise que quand tu arrives à atteindre une condition de victoire, que tu l'annonces et que tu arrives à la conserver jusqu'au début de ton prochain tour. Oui. Dans Season of Inis, l'une des grandes innovations du fait que tu auras des zones portuaires, etc., enfin tu auras plein de nouveautés, c'est surtout que tu pourras fixer une condition de durée différente qui assurera que la partie ne s'éternisera pas. Moi, je fais partie des joueurs que ça dérange pas qu'elle s'éternise parce que je me régale toujours pendant une partie d'Inis. Oui, non, mais vraiment, j'adore Inis parce que j'adore ces alliances fluctuantes. J'adore le design. Moi, je suis très sensible à la culture celtique et au travail extraordinaire. Il faut lui rendre hommage qu'a fait Christian Martinez pour assembler la biblio qui est dans le livret de base parce qu'on oublie, mais il y a une grosse biblio. J'aime l'idée que ce qui pouvait paraître pour certains joueurs un handicap, maintenant sera dissipé et qu'il n'y aura donc plus de raison de ne pas jouer à un excellent jeu. Est-ce qu'il va y avoir des changements par rapport aux cartes? Est-ce qu'il va y avoir d'autres cartes, étant donné qu'on a un 5e joueur? Alors, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y aura 31 cartes de plus, de mémoire. Je crois que c'est 31, je ne vais pas dire de bêtises. Tu auras des tuiles de port, ça on en a parlé tout à l'heure, des nouveaux territoires, la roue des saisons, et puis effectivement, tout le matériel nécessaire pour qu'un joueur de plus se joigne à la bataille, avec notamment les cartes, tu sais, qui sont le cœur du jeu, parce qu'un truc qui est super dans Inis, c'est quand on a atteint une expérience dans le jeu qui fait qu'on sait les cartes qui existent, qu'on sait ce qui a été joué et qu'on sait ce qui peut rester. Et là, on atteint un moment où Inis devient encore plus difficile et encore plus génial à mon goût. Du coup, comme ça fera un martyr de plus pour pouvoir jouer à 5. Moi, je vous invite à suivre les réseaux sociaux de Matago pour qu'on vous raconte ça au fur et à mesure. Le jeu, tu sais, n'est pas prévu avant 2019, alors ça nous laisse un peu de temps pour en parler et en reparler. Bon, ben super. Puis écoute, écoute, si ça t'intéresse, je vais faire en fait une petite activité avec toi juste pour conclure l'entrevue. Je crains le pire. Ouais, c'est ça. Donc, mais en fait, j'ai fait 2 listes de 5 jeux. Des jeux plus classiques, plus connus, je dirais. Et 5 jeux, en fait, qui appartiennent aux jeux de société modernes. Et si, admettons, tu avais, en fait, un jeu. J'aimerais ça que tu choisisses parmi ces 5 jeux-là un jeu que tu aurais aimé en fait designer et 2 jeux que tu crois et 2 jeux que tu crois qui n'auraient pas dû exister. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas été sur le marché ou existants, ça n'aurait jamais influencé, ça n'aurait rien influencé, ça n'aurait rien changé selon toi. Encore là, écoute, c'est pas un, je fais juste le dire, c'est pas une position politique ou encore pour la compagnie Matago, c'est vraiment juste un jeu comme ça. Est-ce que tu serais prête à vouloir t'y prêter? Écoute, faut bien jouer le jeu, on est là pour ça. Parfait, génial. Alors la première liste, c'est une liste de jeux plus classiques. Alors on a les échecs, on a le Go, on a Donjons et Dragons, Serpent et échelle et finalement Monopoly. Alors parmi ces 5 jeux-là, lequel aurais-tu voulu inventer? Et parmi ces 5 jeux-là, quels sont les 2 que tu crois qu'on peut juste simplement passer outre sans nécessairement se préoccuper de leur existence? Alors, le jeu que j'aurais voulu inventer, le Go, parce que ça veut dire que je serais juste un génie, parce que le Go a les règles les plus simples du monde et le jeu le plus riche du monde. Moi, je suis un gros joueur de Go, j'ai été joueur d'échecs aussi, enfin, je suis un gros joueur de Go, non. J'ai toujours été attiré par ce jeu, j'y joue extraordinairement mal. Heureusement, j'ai des nains qui jouent mieux que moi, comme ça ils me mettent des tôles et c'est bien, mais c'est un jeu qui me fascine. D'abord, c'est l'un des plus vieux jeux du monde, et puis, voilà, pour moi, c'est la quintessence du jeu. Des règles simples et un jeu difficile, et c'est tout ce que j'aime, voilà. Alors après, qui ne devrait pas exister, mais dans tous les jeux que tu as cités, ils ont tous eu un impact. Je vais immédiatement exclure les échecs et Donjons et Dragons, qui heureusement ont existé. Il reste Serpent et échelle et Monopoly, et je vais pas les sélectionner non plus, et voilà pourquoi. D'abord, parce que Serpent et échelle, mais il faut des jeux pour tout le monde, il faut des jeux pour les enfants, il faut des jeux pour tous les publics. Et puis, je te disais tout à l'heure que je voulais pas critiquer des gens dont j'avais pas le talent. Ben voilà, c'est peut-être...
je sais pas ce que c'est serpent et échelle, hein, je sais pas comment on peut en parler. Ce que je sais en revanche, c'est que j'aurais pas su le designer. Et que c'est pas parce qu'un jeu paraît simple qu'il est facile à designer, je dirais le mot contraire. Et le Monopoly, alors le Monopoly c'est très particulier. D'abord, le Monopoly a une histoire marrante, c'est que c'est quand même un jeu qui a été conçu comme une critique du capitalisme, donc voilà la gueule du fiasco. Et puis, il y a un truc quand même dans le Monopoly, c'est que qu'on le veuille ou non, nous tous qui jouons aujourd'hui, on a tous commencé par le Monopoly. On a tous commencé par le Cluedo, Hôtel, Destin, Richesse du Monde, ce que tu veux. Donc, jamais je pourrais enterrer Monopoly. Évidemment, j'y joue pas. Et évidemment que je suis toujours à la recherche de cette personne dans le monde qui a réussi à finir un Monopoly. Mais je pourrais pas dire c'est un jeu qui n'aurait pas dû exister. Parce que heureusement, il a existé. Si tu regardes l'histoire des jeux, il y a un avant et un après Monopoly. Et peut-être que le hobby qu'on connaît aujourd'hui n'aurait pas eu le même développement s'il n'y avait pas eu le Monopoly à une époque. Ben, super. Donc, est-ce que tu es prêt pour la deuxième liste? Ouais, allons-y, ça va être bien Parfait. encore. Alors, on a le Puerto Rico, Catan, Carcassonne, Twilight Imperium et finalement Cosmic Encounter ou Rencontre Bah, Cosmique. écoute, là, c'est encore plus impossible. Parce que tous ces jeux-là ont un point commun. Exception en fait Light Struggles. Ils ont tous un passé énorme. Et si, aujourd'hui, notre loisir est devenu ce qu'il est, et c'est en immense partie grâce à ces jeux-là. Je veux dire, moi, je parlais tout à l'heure du Monopoly, mais le jeu de société moderne, je l'ai commencé avec quoi? Je l'ai commencé avec Citadel, avec Catan, avec Carcassonne. Et tous ces jeux-là ont eu un sens. Et dans ma vie de joueur, s'ils n'avaient pas été là, moi, je ne serais pas là non plus. Et si tu veux, euh, tous ces jeux-là ont fait date. Aujourd'hui, ils sont dépassés. Par exemple, Carcassonne, chez Matago, on a Okanagan. Pour moi, Okanagan, c'est Carcassonne en 10 fois mieux. Catan, il y a eu 20 versions différentes. Le seul, Cosmic Encounter, sauf faire de ma part, c'est ce qui a été rethématisé avec Game of Thrones, si je ne me trompe pas. Et alors, attends, il m'en manque il y a Twilight Imperium, mais il m'en manque un dans ta liste. Puerto Rico, mais c'est pareil. Comment tu pourrais dire que Puerto Rico n'aurait pas dû être designé alors Puerto Rico est certainement une des plus grandes légendes du jeu. Et à la différence, je pense, de Catan et de Carcassonne, il a bien survécu à l'outrage du temps. Et celui d'entre eux qui a le mieux survécu à l'outrage, c'est Twilight Imperium. Oui, il est moche. Oui, c'est un tableur allemand et il faut aimer ce genre de jeu. Mais quand tu aimes ce genre de jeu, une partie de Twilight Imperium, c'est juste. Attends, Twilight Struggle, pardon. C'est Twilight Struggle ou Twilight Imperium dont tu as parlé? Twilight Imperium. Ah, je le confonds avec Twilight Struggle. Non, pas de problème. Pardon. Oui, non, mais Twilight Imperium. Oui, mais c'est pareil. Combien de gens ont joué à Twilight Imperium, ont adoré Twilight Imperium sous une forme ou sous une autre? Parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas Twilight Imperium alors qu'en fait ils ont joué à un dérivé de Twilight Imperium. Que ça soit une autre version, que ce soit un autre jeu, que ça soit une des éditions. Et c'est un jeu qui se réinvente sans cesse. Regarde, tu as eu quand même une 4e édition de l'an dernier. Et s'il y a un point qui est spectaculaire dans Twilight Imperium, c'est qu'à chaque édition, il s'améliore. Combien de jeux peuvent en dire autant? Donc, alors, le problème dans ta liste-là, c'est qu'aucun de ces jeux, et je dis bien aucun, il n'aurait été bon il n'aurait pas été bon qu'un seul de ces jeux n'existe pas. Mais attention le mais, si je devais en avoir désigné un, ça serait aucun des 5, ça serait Twilight Struggle ou Gloomhaven, et là je serais vachement fier de moi. Mais non, tous ces jeux-là ont une importance, et on peut vouer aucun d'entre eux aux gémonies, c'est impossible. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup Rodolphe de ton opinion personnelle. Souvent, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire énormément de mal en fait sur justement Serpent et Échelle, Monopoly. Je pense à ces deux-là en particulier. Mais de voir en fait que il y a une profondeur en fait derrière ces jeux-là. Et que c'est peut-être en fait juste le fait qu'ils ont mal vieilli ou qu'ils ne sont plus nécessairement d'actualité. Dis à ces gens-là de designer un jeu comme ça. Enfin, c'est facile de critiquer, mais il a bien fallu le designer. C'est parce que ces jeux-là ont pavé le chemin que d'autres jeux ont existé ensuite. Je te parlais tout à l'heure d'Okanagan, mais Okanagan n'aurait peut-être jamais existé si Carcassonne n'avait pas été là avant. Tu vois, c'est toujours pareil. C'est facile. La critique est aisée, seul l'art est difficile. Voilà ce qu'il faut retenir. Oui, c'est ça. Puis, merci beaucoup, Rodolphe. Très apprécié pour ton temps. Et puis, on se reparle d'ici les prochains mois, je l'espère bien. Et merci à toi à la maison de nous avoir écoutés et je te souhaite à toi et tes amis un très bon jouage.